Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Pas de match cette semaine et une coupure assez inhabituelle pour Metz Handball depuis la dernière rencontre à Dijon. Et pourtant, l'actualité ne manque pas, vous le savez, dans cette émission on trouve toujours quelque chose. Avec notre invité du jour, nous allons évoquer les mouvements d'effectifs, les playoffs de Champions League et la suite de la saison. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Emmanuel Mayonade. Salut Manu. Salut. Bienvenue sur ce plateau. En ce moment c'est la trêve, tu as pu te reposer toi aussi un petit peu? Oui, parce que tout le monde a eu 4 jours off consécutifs, ce qui est très rare. Je pense que depuis que je suis à Metz, dans la saison, c'est peut-être la première fois effectivement qu'on a cette ouverture-là. La qualification en direct en quart de finale a aidé à ça, bien évidemment, faute de quoi on aurait joué comme les autres. Mais voilà, prêt pour cette avant-dernière ligne droite du championnat. Et encore un petit virage à prendre et puis ça va bien se passer. En tout cas, on va évoquer tout ça avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmier du média Let's Go Metz. Salut Mathieu, salut à tous, ravi d'être ici pour parler encore une fois de Metz Handball avec un bel invité. 2 semaines de titularisation, c'est aussi le cas pour ton voisin Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord. Thomas, en pleine forme? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Bon, comme je le disais, pas de match cette semaine, Metz Handball a pu profiter de quelques jours de repos, mais il y a un pavé qui est tombé dans la mare en milieu de semaine, on va en reparler. On va s'attarder aussi sur la revue d'effectifs, c'est notre première mi-temps. Alors une revue d'effectifs bien sûr, mais on va commencer par le sujet un petit peu chaud de la semaine. L'information est tombée mercredi matin, assez sèchement finalement, sur le site internet de Metz Handball. Alina Grissels quittera le club à l'issue de la saison. L'internationale allemande était pourtant en Moselle a priori jusqu'en 2025. La séparation s'est faite à l'amiable, mais l'annonce a occasionné quelques réactions un petit peu chaudes sur les réseaux. Arthur, toi, quelle a été ta réaction première? Un peu de surprise, je pense. Ouais, j'ai vraiment été surpris de voir ce départ d'Alina Grissels qui montait vraiment en puissance sportivement. Le départ de Christina Jorgensen pouvait laisser penser que Alina aurait été la patronne de Metz Handball au poste de demi-centre la saison prochaine. Je suis un peu tombé des nues, surtout à cette période de l'année. C'est rare de voir ce genre d'annonce. Metz Handball va avoir un gros travail à faire pour essayer de se retourner, déjà réfléchir qu'est-ce qu'on va faire sur le poste de demi-centre la saison prochaine. Mais ouais, c'est quand même assez surprenant et je pense que ça témoigne d'une joueuse qui était peut-être pas forcément à l'aise dans son intégration. C'est difficile quand on arrive dans un nouveau club, quand on connaît pas forcément la langue, même si elle avait fait quelques progrès assez sympathiques en français. Donc c'est dommage. Après, je sais pas si c'est la joueuse qui voulait partir ou le club qui ne comptait pas trop sur elle. Je pense que le club comptait quand même sur Alina Grissels. Donc, je pense que malgré tout, il faut pas retenir une joueuse contre sa volonté. Si elle se sentait pas de rester à Metz Handball, dans ces cas-là, ce serait une bonne chose et une bonne décision de la laisser partir. Mais c'est quand même un petit coup dur qui devra être surmonté dans les prochaines semaines. Alors justement, tu t'interroges sur la situation, comme tous les internautes dont on a vu les commentaires ces derniers jours, et on a une personne qui a peut-être des réponses. Alors Manu, on a bien compris que le club voulait faire une communication assez simple et ne pas trop se prononcer sur ce qui se passait, mais si je ne te pose pas la question, je vais certainement me faire conspuer sur les réseaux, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Alina? Il y a plein de choses à en dire. Je vais essayer de les dire. Je ne sais pas par quoi commencer. Par contre, la communication du club, elle me semble assez légitime. Quand quelqu'un ne va pas au bout du contrat, c'est impossible de stipuler sur 25 lignes. Alors voilà, il s'est passé ça, ou les ambitions des uns et des autres sont celles-ci. D'abord, le temps de jeu d'Alina depuis le début de l'année, entre septembre et décembre, n'est pas énorme. Pas en adéquation avec ses intentions de départ. Mais malheureusement, elle est tombée avec une joueuse qui, de septembre à décembre, a clairement marché sur l'eau, quoi. Je veux dire, on parle de Christina qui met 6 buts en ouverture contre Paris, qui en met 15 en 2 matchs contre Ljubljana avant la première trêve, qui en met 7 à Vipers et qui nous fait gagner à Vipers par exemple, qui en met 11 je crois au Rapid de Bucarest. Donc bon, Christina marche sur l'eau de septembre à décembre et Alina est derrière Christina a regardé effectivement tout ça, un temps de jeu plus conséquent depuis janvier, qui est aussi la conséquence d'une Christina qui est moins bien, clairement. Et puis sur l'année prochaine, quand on se projette et qu'on voit effectivement l'arrivée de Petra Bamos, on n'est pas en capacité à annoncer et à dire à Alina, si tu vas jouer 1 heure, quoi. C'est pas possible, ou je peux pas le dire à Christina non plus, à Alina, pardon, tu joueras 45 minutes, et donc il y a un petit peu effectivement de friture sur la ligne, eu égard des ambitions qui sont les siennes à ce moment-là.
Donc voilà, c'est une concertation avec la joueuse, son agent, nous, en sachant qu'aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité, d'autant plus quand la décision elle est prise en janvier, février, de dire à Alina, si tu joueras 1 heure l'année prochaine, ou 55 ou 50. Et par contre, j'avais été capable de le dire à Christina l'année d'avant, c'est-à-dire que j'avais plus de certitude sur Christina l'année dernière pour lui confier la responsabilité d'être numéro 1 aujourd'hui que ce que j'en ai sur Alina à l'instant T, quand il a fallu prendre une décision, ou tout du moins donner des indications à la principale concernée. Donc voilà, une fois que ça s'est dit et que je n'imagine pas donner les pleins pouvoirs à Alina, ça semble complexe pour elle et son entourage de s'imaginer un avenir par ici. Et puis après, la dernière chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que voilà, Alina est une joueuse qui a brillé à Dortmund dans les proportions qu'on lui connaît, avec un titre de champion d'Allemagne ou 2, je crois. Bon, pas de prouesse énorme en Ligue des Champions pour son club, mais dans un rôle où elle était la leader, la seule joueuse, etc., ou la joueuse très importante. Qui est capable de dire que Bruna, elle est nulle et que Bruna est une joueuse de qualité moyenne? Personne. Et pour autant, dans un collectif rempli d'individualités, Bruna existe peut-être un peu moins aujourd'hui que l'année dernière. Et peut-être qu'Alina se retrouve dans cette configuration-là aussi aujourd'hui à Metz Handball. Thomas, on l'a tous un petit peu dit, Alina est en train de prendre un petit peu de volume dans le jeu messin. On va notamment apercevoir un de ses buts contre Toulon. Elle est aussi de plus en plus à l'aise à la passe aussi. On a été beaucoup à espérer de la voir encore continuer à progresser et prendre du volume comme l'ont fait d'autres joueuses avant ça à Metz Handball en première année d'adaptation et puis ensuite un envol certain. Il y a quand même un petit peu de regret de ce côté-là. Oui, des regrets parce qu'effectivement, elle avait trouvé sa place dans l'équipe. On parle de la passe, mais il y a également les jets de 7 mètres dont elle était parfois l'une des tireuses de l'équipe. Je pense que c'est dommage dans le sens où c'est peut-être une joueuse qui aurait pu profiter pleinement de la concurrence. Avec Kristina Jorgensen cette année, avec l'année prochaine Petra Vamos, c'est peut-être avoir une concurrence, remettre entre guillemets peut-être remettre en cause le statut qu'elle avait dans son équipe précédente, qui aurait pu lui permettre de progresser. Visiblement, bon, elle n'était pas, comme le disait Manu, sur la même longueur d'onde. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que ce sera un regret. En tout cas, ça nous amène un petit peu dans la projection vers la saison prochaine. Pour le moment, il y a 4 départs officialisés. Celui d'Alina Grichels dont on vient de parler, celui d'Ata Dusako vers Győr, celui de Christina Jorgensen vers Győr également, et Louise Burgard vers Odense. Alors, c'est pas du tout comparable aux 9 départs qui ont pu avoir lieu la saison dernière, mais ce sont quand même des cadres. Manu, on imagine qu'on ne remplace pas exactement une joueuse, on essaye de construire un nouvel effectif et tout ce qu'il y a autour. Comment est-ce que tu as envisagé ce nouvel effectif avec les départs de ces joueuses qui sont somme toute assez importantes dans ton dispositif? Bien sûr, d'abord, il faut quand même qu'on prenne en considération les perspectives financières de la structure. Et ce qui est toujours un petit peu complexe, c'est que quand Christina vient à Metz Handball, par exemple, et qu'elle signe son premier contrat à Metz Handball, il est de fait pas très onéreux. Sauf qu'on voit un rapport qualité-prix qui de suite devient extraordinaire pour la structure. Et l'enjeu, c'est de dire, bon ok, tu as cette enveloppe-là, et il faut que tu trouves une joueuse qui t'apportera les mêmes garanties que Christina. Sauf que du coup, c'est quand même relativement compliqué. Donc trouver le même profil que Christina, pour nous, ça a été impossible. On aurait adoré trouver une demi-centre défenseur numéro 3. Sauf que ça n'a pas été possible. Donc vraisemblablement, cette double compétence devra se faire sur 2 joueuses distinctes. Donc c'est pas très évident pour nous. Et on est rarement malgré tout dans la perspective où on peut dire, ok, on a ce profil-là qui part, on veut celui-là. L'année dernière, quand Bruna part par exemple, on ne s'est pas dit, tiens, on va prendre une joueuse de débordement comme Bruna, parce qu'il n'y en a pas. Et qui plus est pas au prix du marché tel que nous on l'entendait quand Bruna est partie de Metz. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération, bien sûr. À noter quand même qu'aujourd'hui nous sommes partis dans un process un peu différent avec Petra Vamos qui signe 3 ans, Tyra Axner qui signe 3 ans, Chloé qui a reprolongé pour 3 ans. Le club très vite, courant semaine prochaine, communiquera sur l'arrivée d'une joueuse qui aussi s'engage pour 3 ans. Donc voilà, c'est aussi le signe que la structure n'a pas plus envie de se faire dépouiller au bout de 1 an et ou 2 ans avec des profils
dont on imagine qu'elles apporteront. Alors après, c'est toujours pareil. Axner, vous bondirez au plafond si dans 6 mois, elle ne met pas un pied devant l'autre et que pour autant, elle a signé 3 ans. Mais comme vous auriez bondi si d'ici 2 ans, Axner marchait sur l'eau et qu'elle aurait dû partir encore parce qu'on ne l'avait pas assez verrouillé. Voilà, c'est un risque de faire signer les gens 3 ans sans certitude, mais on avait envie de prendre celui-là plutôt que celui de les voir partir au bout de 2 ans et de ne pas prolonger une aventure pour une deuxième temporalité. Alors justement, tu parles des joueuses qui vont arriver, on va y jeter un œil, elles sont 4. Les annonces ont été faites pour Zofie Zmeré, gardienne hongroise de 29 ans qui vient de Mönchengladbach, Teira Axner, arrière-gauche suédoise de 21 ans en provenance de Nyköping, Petra Vamos, demi-centre hongroise de 23 ans en provenance de Debrecen, et Anne-Emmanuelle Augustine, qu'on connaît assez bien en Moselle puisqu'elle y a été formée, qui a 22 ans et qui revient de Nice après une expérience. Alors Thomas, hormis la première citée qui n'est pas non plus une vieillarde, loin de là, c'est très jeune, ces joueuses qui arrivent à Metz Handball. C'est jeune, mais malgré tout, ce sont aussi des joueuses qui ont l'expérience des Coupes d'Europe et qui ont aussi l'expérience des sélections internationales et des compétitions internationales. La jeunesse, c'est pas un défaut. Hein. Aujourd'hui, c'est qui la Benjamine de l'équipe? Enfin, en tout cas, l'une des Benjamines de l'équipe. C'est Sarah Bouktit. Elle a 21 ans, mais elle développe une très grande maturité. Teira Axner, elle a 21 ans également, je crois, mais ça fait 3 ans qu'elle joue dans un pays, dans un championnat étranger, qu'elle vit dans un pays étranger. Et je pense pas certains l'ont vu au mondial exploser avec de sacrées performances aussi. Ouais, je pense que ça témoigne quand même d'une certaine maturité. La jeunesse, c'est pas un défaut. Trop de jeunesse. Ça peut en être un, parce que il faut pouvoir garder la tête froide dans les moments chauds, dans les moments décisifs, etc. Mais dans ces cas-là, il faut aussi des joueuses pour pouvoir encadrer. Et avec Admete Hansen, avec Chloé Valentini, par exemple, pour ne citer qu'elle, il y aura ces joueuses pour encadrer, pour amener ces recrues du haut niveau jusqu'au très très haut niveau. Manu, un mot peut-être sur Zofie Zmeré. Le communiqué de presse de Metz Handball était un peu particulier puisque aussi bien dans ta déclaration que celle de Thierry Weisman étaient évoqués d'anciens problèmes de blessures, une visite médicale qui était encore à passer pour s'assurer qu'elle serait bien apte à jouer avec Metz Handball. Ça avait un petit peu fait tiquer notamment sur ce plateau où on est-on aujourd'hui, la visite médicale, etc. Et puis les certitudes sur la santé de cette joueuse. Alors, je n'ai pas du tout vu vos retours plateau. Non, en fait, la visite médicale est un axe fort d'une signature de contrat de n'importe qui avec les antécédents qu'on peut connaître. Quand Chloé Valentini signe à Metz Handball il y a quelques années, on connaît via l'équipe de France, via Besançon, sa capacité à jouer tous les matchs, tout le temps. Et la visite, elle n'est pas poussé plus que de raison. Là, on a quand même affaire à une joueuse qui a été chahutée sur le dernier mondial sur un tir à 6 mètres avec une joueuse angolaise, je crois, et qui effectivement a vu le genou tourner. Quelqu'un qui a eu énormément, là, sur ces presque 10 dernières années, des problématiques genoux. Et donc, on va passer une visite médicale. Il fallait juste, parce que son équipe est engagée dans pas mal d'objectifs sur la fin de saison, trouver une fenêtre qui fait que elle puisse venir ici et passer l'ensemble des examens appropriés et adéquats. Entre nous, tout le monde connaît la règle du jeu. Elle, son agent, la structure médicale Metz Handball et l'entraîneur que je suis. Là, comme ça, je n'imagine pas de perspectives changeantes, mais par contre, si elles arrivent, je serais presque soulagé d'avoir à vivre ce genre de situation maintenant que dans l'année. Mais voilà, on l'aurait fait peut-être plus facilement, cette opération-là, sauf que son championnat du monde a été chahuté sur une petite frayeur. On avait avancé les discussions plus avec elle à ce moment-là et on s'est dit qu'il valait quand même peut-être mieux s'assurer que. Donc voilà, quand je dis ça, c'est que c'est de la rupture ligament croisé, donc des opérations 1, 2, etc. Donc voilà, il n'y a rien, pour moi, très sincèrement, il n'y a rien de scandaleux. Mais effectivement, peut-être, je n'ai même pas vu la communication du club là concernant, j'ai dit mon mot, je le sais. Mais par contre, voilà, l'idée c'est que effectivement personne saute au plafond encore si d'aventure il y a un volte-face, mais que je n'imagine pas aujourd'hui, mais encore faut-il, je ne suis pas médecin, qu'elle passe dans les mains de tout. Il y en a un plutôt au club. Non, mais il faut qu'elle passe dans les mains. Mais c'est légitime et elle connaît la règle du jeu depuis novembre ou décembre, quoi. Donc voilà.
Bon, on a vu sur les réseaux, certains supporters sont allés lui rendre visite lors Ouais. d'un match en Hongrie. C'est plus sympa. Elle avait l'air prête en pleine forme à venir à Metz Handball. Donc on peut déjà, Alors, s'en réjouir Je de ne ce sais pas côté-là. qu'ils ont été la voir, mais je savais que ça devait se faire puisque je les ai rencontrés sur l'entraînement ouvert Ouais. avec les supporters il n'y a pas très longtemps et ils m'ont interpellé pour me dire que ils iraient faire un tour de Hongrie et ils ont même vu Bruna, je crois, etc. Le voyage a bien eu lieu. J'ai vu passer les photos bah, sur les réseaux. C'est assez sympathique de voir les supporters de Metz Handball en tournée et en jaune et bleu de surcroît. Revenons à notre tour d'horizon. Il y a aussi les prêts avec Mia Burkic qui a été prolongée de 2 saisons. On en parlait il y a assez peu de temps sur ce plateau et qui file vers le Podravka Vegeta pour s'aguerrir. Et puis aussi Mélanie Alter qui fait le trajet inverse de Sophie Zmeret et qui part en Hongrie à Moson Magyarovar. Manu, qu'est-ce que tu attends toi de ces joueuses pour ouvrir potentiellement la porte d'un retour à Metz Handball? Qu'est-ce qu'elles vont devoir prouver lors de ces prêts? D'abord, Mia, c'est une très très bonne joueuse de handball, clairement, vraiment. À l'entraînement, parfois, on est alors surpris, non, parce qu'on connaît quand même, mais des fois, on trouve qu'il y a effectivement un petit décalage entre les prestations match et puis ce qui peut se passer à l'entraînement. Donc ça remet en perspective parfois notre degré d'entraînabilité, est-ce qu'on s'entraîne très bien ou pas, etc. Et le décalage avec le match. Voilà, le prêt de Mia s'inscrit dans une réelle logique. On a vu ce qui pouvait se passer pour elle, les perspectives. On a voulu très vite lui amener un club européen, potentiellement en Ligue des Champions, à voir, parce que les tickets ne se distribuent pas si facilement que ça, donc ce n'est pas une assurance. Mais en tout cas, elle fera une compétition européenne dans un contexte qu'elle connaît très très bien. Et voilà, il y a pas mal de deals qui sont passés avec elle, sa structure, etc., sur le suivi. Et Mélanie... D'ailleurs, dans les 2 cas de figure, la structure n'a pas son dernier mot, ou on n'a pas envie de l'avoir sur le choix du club. On aurait pu les envoyer ailleurs, les sollicitations étaient multiples, et à la fin, on a discuté, éliminé, il reste ça, tu préférais quoi? Ben, celui-là, pourquoi? Parce que ça. Ok, ça marche. Pour Mélanie, c'est pareil, nous n'avons pas considéré qu'elle était suffisamment aguerrie et apte aujourd'hui pour rentrer dans la hiérarchie des 2 gardiennes Metz Handball. Aujourd'hui, ses prestations à Saint-Amand sont honorables. On n'est quand même pas en train de parler d'un club qui va se qualifier pour une Coupe d'Europe non plus. Ils vont bagarrer au maintien. Je pense que si Mélanie avait fait 30 arrêts par match, elle serait peut-être en Ligue des Champions. Elle en fait que 10 ou 15 et donc ils sont à la place qu'ils méritent d'avoir récemment. Donc voilà, on a quand même envie aujourd'hui de lui faire vivre autre chose. Une Coupe d'Europe, sûrement. Une Ligue des Champions, je crois pas. Je ne sais pas s'il y aura encore 3 tickets en Hongrie la saison prochaine, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais voilà, il nous fallait un dernier test pour effectivement se dire, bah ok, vraisemblablement, elle est apte à tout ça. On a estimé que c'était encore un tout petit peu limite, quoi. D'accord, en tout cas, on va passer maintenant à la liste des joueuses qui restent à Metz Handball ou qui prolongent, parce que oui, il y en a quand même quelques-unes, vous inquiétez pas. Camille Depuiset avec une saison supplémentaire, Chloé Valentini avec 3 saisons supplémentaires, Anne Mettensen, il lui reste 1 année de contrat, Jess Chambertin a signé pour 1 année supplémentaire, Sarah Bouktit plus 2, et Maja qui lui reste également 1 année de contrat, Lucie Granier, il lui reste aussi 1 année de contrat. Manu, je reviens sur le nom d'Emma Jacques, il avait été pendant un temps évoqué la possibilité d'un prêt pour elle aussi. On voit que le club n'a toujours pas annoncé de 2e arrière droite. On imagine que ce prêt n'est pas forcément d'actualité. Qu'est-ce qu'il en est pour elle? Quand vous dites de 2e arrière droite, c'est en remplacement de Louise? Oui, en remplacement Ok, de Louise. ça marche. Dans le même cas de figure, quand la remplaçante de Louise sera annoncée, ça ne sera pas non plus le signal pour dire tiens, tu peux partir, prêter, etc. Il faut quand même qu'on puisse avoir une certaine forme de densité qu'Emma peut nous permettre d'avoir. Donc voilà, après on est toujours à l'écoute des propositions qui pourraient effectivement venir, mais il faut quelque chose de concret, et puis il faut aussi surtout savoir pour quelles raisons Emma resterait et où partirait. Donc il y a des avantages, des inconvénients un tout petit peu partout. On la voit s'entraîner au quotidien, on voit les axes de progrès, on voit ce qui marche pas, ce qui reste à faire, etc. Donc voilà, c'est pas un dossier complexe, on n'a aucun dossier complexe non plus, mais voilà, il faut d'abord trouver quelqu'un qui quantitativement et ou qualitativement remplacerait Louise, et puis une fois que ça c'est fait, c'est se remettre autour de la table et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sans l'arrivée d'une première joueuse. Ça me semble bien évidemment impossible. Et puis, lorsqu'il y aura une annonce incessamment sous peu, je nous le souhaite,
c'est voir effectivement qu'est-ce qu'on peut en faire, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Alors, je propose qu'on termine cette revue d'effectifs aussi avec les petites interrogations qui restent. On peut peut-être les évoquer en bref. En tout cas, il y a la situation de Zaliata Mlamali, reste par, prolonge. Zaliata va rester sans aucun problème. Zaliata, c'est une joueuse très importante pour l'entraîneur que je suis. Elle est géniale, Zaliata. Il faut le vivre au quotidien pour se rendre compte combien ces joueuses-là sont importantes pour Metz Handball et constituent l'ADN Metz Handball. Zaliata, elle n'a jamais démérité quand elle a eu un temps de jeu X et Y. La difficulté ou pas, c'est qu'aujourd'hui, elle est en concurrence avec la meilleure ailière gauche du monde. Zaliata, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, elle pourrait jouer en première division, je pense, dans des clubs de bas de tableau. Elle pourrait aller s'attraper sa petite trentaine de minutes, sauf que je pense que l'apprentissage, il est plus efficace dans ce contexte-là. C'est mon avis au contact de Sarah, d'Atadou, de Chloé, de Louise, de Christina et de celles qui vont arriver. Elle a une entraînabilité remarquable. Hier, on a encore eu un petit mot la concernant avec Nicolas Jardat. C'est une fille qui s'entraîne bien 99,9% du temps. Venez vous installer en tribune, personne ne sait qu'elle a un problème, si tant est qu'elle en ait un, personne ne peut imaginer qu'elle a joué ou pas le week-end d'avant, etc. Elle est très 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 importante pour le collectif et pour l'entraîneur que je suis, parce que ça permet aussi des fois de légitimer certains discours avec des attitudes comme celle-ci qui sont irréprochables. Donc oui, elle restera l'année prochaine à Metz Handball. Delia restera à Metz Handball la saison prochaine. L'infographie continue avec Julie Leblévec. Julie ne restera vraisemblablement pas sur la structure, tout comme Emma Tucella, vraisemblablement l'année prochaine. Nous devrions confier vraisemblablement la responsabilité du poste à Manon Hérard, qui est une jeune qui monte et qui a énormément d'aptitudes physiques pour commencer, qui va vite et qui saute haut, qui fait partie des sélections jeunes France. Et voilà, on a envie d'accélérer un peu le process et l'apprentissage. D'accord, en tout cas merci pour ta franchise sur ces dossiers. On a balayé un petit peu tout l'effectif. On va attendre de voir les prochaines annonces de Metz Handball, puisque tu nous en as un petit peu teasé une prochainement. En tout cas, on va déjà marquer une pause dans cette émission et on va revenir avec de l'actualité un petit peu plus chaude et la Ligue des Champions. Ne quittez pas. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité du jour, l'entraîneur de Metz Handball, Emmanuel Mayonade, et nos chroniqueurs, Arthur Carmier et Thomas Lavaux. Et comme promis, nous allons à désormais parler de Champions League, puisqu'il y a des matchs qui se sont joués le week-end dernier, pendant que Metz Handball était au repos, tranquillement en train d'observer tout cela. C'est notre deuxième mi-temps. Comme je le disais, le premier round des playoffs a été joué le week-end dernier. Je vous propose de jeter un œil aux différents résultats. Il y a eu la défaite du FTC Budapest 28-30 contre Brest. Le FTC a plutôt mal géré sa fin de match et il y avait une égalité à aller chercher. Et finalement, ça fait -2. Donc les choix ont été un petit peu difficiles en fin de deuxième période. Krim qui s'est incliné face à Bucarest. On va y revenir un petit peu plus largement. Scheffler qui s'est incliné, mais d'un tout petit but contre Viper Christiansson. C'est peut-être une des surprise, Petra Vamoš n'était pas sur le terrain, elle était touchée à une cheville, mais ça permet quand même d'accrocher le triple champion en titre et c'est pas rien. Bietigheim s'est imposé à domicile face à ICAS 29-27. C'est peut-être aussi un des résultats qu'on n'attendait pas à 100%. Avant de parler donc de ce crime CSM, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats-là? On sent qu'en Ligue des Champions, tout peut se produire. Ouais, je t'en prie, toi, vas-y. Ce qu'on peut constater, c'est que les adversaires en poule du Metz Handball ont souffert. Il y en a 3 qui ont perdu et puis finalement il n'y a que Vipers qui l'emportent, mais qui l'emportent sur la plus petite démarche. L'autre poule de Ligue des Champions a peut-être suivi avec un peu plus de distance, mais finalement on se rend compte qu'il y avait une énorme densité. Je crois qu'entre le premier qualifié pour les barrages et le dernier qualifié pour les barrages, il y a que 3 points, donc c'est un match et demi. Et donc cette densité, elle a pu se voir également dans les résultats que l'on constate. Bietigheim, qui avait pas vraiment fait une très bonne deuxième moitié de phase de poule, qui bat ICAST, même si en prévision du match retour, ICAST conserve toutes ses chances, c'est une grosse cote. Ça fallait pouvoir vraiment le retenir. Que le CSM batte ensuite Krim, moi c'est plus l'écart qui me surprend, c'est peut-être davantage cela. On va en reparler. Arthur, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé sur les terrains ce week-end?
Moi, je pense que même le plus 6 du CSM, je le fais à la française et pas la roumaine. Je maîtrise pas comme Thomas et toi, Mathieu. Je pense que même ce plus 6 n'est pas à l'abri. On constate que les écarts, ils peuvent totalement être renversés. Même le FTC, on est bien placé malheureusement ici pour savoir que c'est une équipe accrocheuse et que Brest n'est pas encore qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Et on l'a découvert un peu l'année dernière, hein, que parfois les écarts au match aller peuvent faire mal au match retour. C'est aussi ce qui fait la saveur du sport. Cette équipe d'Icast aussi, qui était un peu la belle surprise de ces phases de poule, même si c'est plutôt une demi-surprise, a été un peu attrapée à Bitikem, qui n'est pas une équipe de perdreau de l'année non plus. Ces deux équipes qui se ressemblent peut-être même un petit peu. Bitikem qui avait un peu la trajectoire d'Icast l'année dernière. Donc voilà, des beaux barrages, parce que ça s'appelle des barrages de Ligue des Champions, des playoffs. Et quoi qu'il arrive, les quarts de finale, ils vont valoir très très cher, et place pour le Final Four encore plus. Alors Manu, il y a ce fameux match entre Crime et le CSM qui forcément retient un petit peu d'attention en Moselle, puisque le vainqueur de ce double affrontement aura rendez-vous avec Metz Handball dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette opposition et de cet écart de 6 buts? D'abord, pour revenir sur les propos d'un de vos confrères, collègues, je ne sais pas dans quelle mesure, au sortir de 60 premières minutes, on peut avancer l'idée qu'une des deux poules était plus forte ou homogène que l'autre, je ne sais pas, parce que j'ai presque envie de vous dire, est-ce que ce discours-là, on le tient encore d'ici 60 nouvelles minutes en fonction d'eux? Est-ce que Icast va passer? Auquel cas, bon, dans une confrontation aller-retour, il n'y a rien de grave à avoir perdu de 2. Voilà, attendons quand même de voir comment ça peut se passer. Je ne parle pas pour Brest FTC, je ne l'avais pas en tête, je pense surtout à Icast, effectivement, BT Game. Ce match-là, j'ai suivi avec énormément d'attention, bien sûr. L'issue, on se l'imaginait comme celle-ci, peut-être pas avec un écart aussi conséquent, un peu surpris du côté un peu amorphe de Crime sur ce match-là. Alors est-ce que ce non-match-là leur permettra de revenir? Je ne suis pas convaincu non plus. Je pense que le mal est fait. Eu égard surtout des savoir-faire de Bucarest et puis de l'expérience qui est celle des joueuses qui constituent cette équipe-là. Voilà, encore une fois, cet écart-là, on le connaît, on sait ce qui peut se passer, mais bon, Bucarest semble quand même pas mal averti et aguerri. Donc, on se dirige sûrement sur un quart de finale avec Bucarest, qui est quand même un ennemi que nous n'avons pas joué depuis longtemps, oui, mais qui fait quand même partie de l'histoire du club, puisque le premier Final Four ambitionné, on le rate parce que Bucarest, le premier validé, on le valide parce que Bucarest à ce moment-là. Donc voilà, ça promet une confrontation musclée, rythmée, si elle se passe avec eux, bien sûr, parce que la présence des Françaises amène clairement très vite de la qualité à cette équipe-là, et puis que celles qui les accompagnent, c'est Pintea, Omoregui, Neagu. Neagu qui a surnagé d'ailleurs sur ce match, qui a fait une très très grosse partition. Ça fait des années que tout le monde dit qu'elle va baisser en régime, mais finalement, quand il y a des matchs importants, elle continue. Ouais, toujours. Donc ça promet, si cette opposition allait jouer avec elle, quelque chose d'assez relevé. Et puis, bon, peut-être que d'ici lundi, je passerai pour un con, mais quand même, c'était ma sensibilité. Parce que je voulais pas jouer une équipe qu'on avait gagnée 2 fois, et vous savez pourquoi. Il y a une petite malédiction qui s'est mise en place là-dessus. Je sais pas, mais en tout cas, quand on parlait avec le préparateur physique Nico, on réfléchissait en se disant, voilà, si on va au Final Four, on jouera pas une équipe qu'on a gagnée 2 fois cette année, vraisemblablement, et on s'était dit non, mais ça pourrait arriver avant le Final Four. Voilà, on va s'enlever ça, repartir de zéro avec une énorme équipe. Voilà, qu'on prendra plaisir à retrouver, parce que, accessoirement, les 3 Françaises, elles ont joué à Metz et elles ont fait une belle carrière ici, mais voilà aussi pour ce que ça représente un quart de finale.
Alors avec mon piètre niveau tactique, j'ai analysé un petit peu ce match. J'avais l'impression que Krim essayait de développer un jeu un petit peu plus rapide, était plus à l'aise sur jeu rapide, et le CSM l'a beaucoup bloqué. Et Krim a aussi un petit peu payé peut-être l'obstination avec Aaron Hart qui n'était pas en réussite. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication pour la suite avec Messandball qui joue justement un jeu rapide et qui pourrait... Ben non, mais l'indication que ça donne, c'est celle qu'on pourrait donner aux collègues tout à l'heure sur le BT Gaming Cast. Par exemple, il y a déjà attaque un différentiel d'arrêt de gardien de but, et tu dis si les mêmes gardiennes font un match inverse la semaine prochaine, ça passera facilement pour Icast. Encore faut-il que la tendance elle s'inverse et que ce que j'ai dit, c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus 2 pour BT Game. Donc bien évidemment, sur un quart de finale, un huitième de finale, la prestation des gardiennes est fondamentale. Alors après, elles existent comment, pourquoi, est-ce que c'est la défense qui les aide? Bien évidemment, ce sont elles qui sauvent, mais en tout cas, Renard a fait un match de qualité très très moyenne, sa remplaçante n'a pas fait mieux, et du coup elle est revenue, etc. Alors que Laura a fait 16 ou 17 arrêts, je crois, sur ce match-là. Il y a presque 10 arrêts d'écart de delta entre les deux équipes. Donc comment exister en huitième de finale de Ligue des Champions dans un contexte comme celui-ci, c'est quasiment impossible. Donc oui, mais après c'est pareil, CSM a quand même Bucarest des joueuses qui courent ou qui peuvent courir. Je veux dire, Kobylinska, Laura Flip, grâce à fait 10 ans à Metz et a montré qu'elle pouvait courir sur grand espace aussi. Omoregui, bref, ça court aussi. Après, c'est courir bien, quand, comment, etc. Mais c'est une très très bonne équipe qui ambitionne un Final Four depuis longtemps et qui en fait moins que nous sur ces presque 10 dernières saisons. Alors, elles en ont gagné un, mais elles n'ont pas fait beaucoup non plus. Thomas, Manu en a un petit peu parlé, il y a ces Françaises de Bucarest qui peuvent jouer un rôle important. Laura Gloser, grâce à Adi, Laura Flip notamment, en cas de match à Metz, on va continuer à utiliser le conditionnel, on n'aime pas trop s'avancer là-dessus, mais s'il y a un match à Metz, aux arènes, ça peut être aussi un joli retour d'anciennes Dragons. Ça peut être un joli retour, effectivement. Après, s'il y a un match à Metz, ce sera match retour. Oui. Il ne faudra pas non plus que le fait de revoir certaines joueuses avec beaucoup de plaisir, non, parce que pas les confettis, des joueuses emblématiques, enfin quand même des joueuses qui ont marqué l'histoire récente, l'histoire contemporaine du Metz Handball. Il faudra garder à l'esprit également, voilà, que ça reste un quart de finale retour et qu'il y aura très certainement un billet pour une demi-finale qui se jouera. Il y aura un aspect émotionnel fort, effectivement, parce que ces joueuses, parce que ce club. Mais se qualifier pour un Final Four, c'est pas qu'une question de handball, c'est aussi une question de gestion des émotions. Et si effectivement Bucarest confirme sa victoire, se qualifie, vient jouer aux arènes ce match retour, cet aspect émotionnel, il sera très important. En tout cas, il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi le championnat qui va revenir dans quelques jours avec la réception de Nantes. Manu, c'est un gros morceau du championnat français, cette équipe de Nantes qui avait des ambitions, mais le projet bat un petit peu d'aile. En tout cas, cette saison, ça reste quand même assez solide et c'est une équipe qu'il ne faudra pas négliger à domicile. Oui, bien sûr. Alors, elles auront, contrairement à nous, l'avantage du rythme, puisqu'elles ont joué Sola en Coupe d'Europe la semaine dernière et qu'elles rejouent Sola dimanche pour une qualification. C'est une équipe qui va vraisemblablement terminer 3e de ce championnat. Une équipe compétitive, une équipe qui peut nous faire perdre le titre de champion de France dès mercredi. Nous nous sommes mis dans cette posture-là. Il faut l'assumer avec notre défaite contre Brest. On sait aujourd'hui qu'une autre défaite imputerait grandement nos chances, puisque même en cas de victoire à Brest après, on serait toujours à moins un match. Donc voilà, il faut l'assumer comme des grands et comme des joueuses professionnels que les filles sont et un staff professionnel aussi, donc c'est comme ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a eu une première trêve internationale avec la relance, etc. et qu'on joue aujourd'hui Nantes mercredi et puis Brest en Coupe de France, et derrière on repart sur 2 semaines de trêve internationale avec un tournoi qualificatif olympique, alors qu'il n'engagera pas notre équipe de France et l'équipe nationale du Danemark, mais qui engagera d'autres nations. Et là, il y a 2 semaines énormes de coupures avant la dernière ligne droite, je pense. Donc voilà, une fin de saison un peu bizarre en termes de calendrier, mais lâché, finalement. Complètement, mais pas plus ou moins pour nous que pour les autres non plus, donc c'est comme ça.
En tout cas, ce match contre Nantes, nous vous proposons d'y assister. Vous pouvez tenter votre chance pour gagner vos places en envoyant sport au 7 17 17. Le tirage au sort aura lieu le 25 mars à 11h. On peut déjà, je pense sans trop nous avancer, penser que les arènes seront plutôt bien remplies pour cette rencontre. Il y a de très belles joueuses, des joueuses internationales françaises, des anciennes Messines aussi dans cette équipe. Mais en tout cas, pour l'heure, il est temps de passer à notre dernière partie d'émission, c'est la conférence de presse. Alors Manu, je vais ouvrir le bal. Tu en parlais un tout petit peu de ce calendrier haché avec une coupure là depuis le match contre Dijon, une autre coupure internationale qui arrivera. C'est assez inhabituel. Les joueuses ont eu quelques jours de repos aussi. Comment toi, en tant qu'entraîneur, tu envisages la suite des choses? C'est une nouvelle préparation un petit peu différente pour la dernière ligne droite, ou c'est dans la lignée de ce qui se fait depuis le début de saison? Alors, plein de questions, quelques réponses. D'abord, c'est vrai que ce petit break, je l'espère, a fait du bien un peu à tout le monde. Il a permis de soigner des bobos, de prendre des décisions médicales fortes aussi, eu égard du fait qu'on était dans une période sans match. Faut pas oublier non plus que nos adversaires jouent, Nantes, Brest, etc. Je vous vois déjà venir en cas de désillusion ou de contre-perf mercredi. C'est notre manque de rythme qui nous aura coûté très cher, etc. Peut-être. C'est notre boulot de trouver des justifications, Manu, on n'a pas de choix. Exactement. Mais je l'entends, mais en tout cas, c'est le risque à prendre aussi, et on se l'imagine bien. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'en vouloir d'être directement qualifié en quart de finale, parce qu'il y a quand même 4 équipes qui n'arriveront pas à ce stade de la compétition-là. Donc voilà, on a retravaillé notre projet de jeu un peu en profondeur. On a eu le temps de répéter, de prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude, d'être peut-être un peu moins dans le stress, dans l'obligation de résultats et de préparation de matchs, etc. On n'a pas fait une seule vidéo sur nos adversaires à venir. En revanche, on a filmé comme d'habitude toutes nos séances, et puis d'un jour à l'autre, on est revenu sur nos séances d'entraînement, ce qui fait aussi du bien. Donc voilà, le process était un peu différent, pas moins stimulant, et qui a demandé aussi pas mal d'énergie de la part de tout le monde. Donc voilà, c'était et c'est une belle semaine de travail, je pense. Arthur, une question pour Manu? Moi, je vais d'abord m'interroger par rapport au championnat de France. Ça faisait de nombreuses saisons maintenant que Metz Handball n'était pas dans cette position du chasseur, avec cette défaite de plus que Brest. Comment est-ce qu'on l'appréhende avant chaque match, de se dire que on n'a pas le droit à l'erreur? Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche des... Ça change rien. J'en parle avec les filles très vite, tout le temps. Je veux dire, à la mi-temps de Dijon, quand on est malmené, je le dis, dans une demi-heure, on perd peut-être le titre de champion de France, quoi. Mais je l'avais aussi dit une demi-heure avant cette intervention-là. Donc, comme quoi, ça n'avait pas forcément été entendu, ou alors on n'avait pas réussi à mettre en application nos intentions. C'est ce que je dis, il faut l'assumer, cette situation-là. On n'a pas le choix. On s'est mis dans cette posture-là en perdant le match de Brest d'un petit but. Voilà, c'est comme ça, il faut être fort dans sa tête et puis accepter de le vivre. Peut-être que ça nous garde un peu en éveil et sous pression, parce que factuellement, la situation, c'est celle-ci, je la pense vraiment. On perd un match encore dans le championnat. Je pense que le titre n'est plus pour nous. Donc voilà, c'est comme ça, il faut aller au bout du bout, essayer de minimiser les regrets en fin de saison. Quand je dis minimiser, c'est qu'on en aura presque, quoi qu'il arrive, avec ce -1 contre Brest, mais voilà, c'est comme ça. On le vit, j'ai envie de dire, assez sereinement, parce que on est conscient de la situation et que personne ne nous a mis là, à part nous-mêmes. Donc voilà, on est léger par rapport à ça, sans éluder la question et sans mettre des œillères sur notre route à venir jusqu'à la fin de l'année. Thomas? On avait commencé par le mercato. Je vais revenir un petit peu dessus, de manière un peu décalée. Gérer une équipe de handball, c'est pas qu'une question technique, c'est aussi de la ressource humaine. Parfois, les intérêts du club sont pas forcément en adéquation avec ceux des joueuses. Comment cet aspect psychologique-là, vous le gérez? Est-ce que vous l'avez en vous? Est-ce que vous le travaillez? Est-ce qu'on se forme à ça également? Cet aspect un petit peu ressources humaines de l'équipe. Pour ma part, c'est pas de formation, c'est de l'éducation, de la vie de tous les jours, un peu
d'autodidactie, peut-être, le fait d'essayer tout seul de bouquiner, etc. Après, oui, les ambitions du club divergent parfois de ceux des joueuses, et puis des fois c'est vraisemblablement l'inverse, puisque certaines nous quittent. Mais il n'y a pas, je pense, au quotidien de formation particulière, et ou en tout cas d'aide extérieure nous permettant de trouver les ressources. Chacun, avec son degré de compétence et ou de savoir-vivre et ou de bon sens, essaye de réguler les situations. En ce sens, je crois que nous avons un président du club au top, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Dans sa relation avec les joueuses, il est fin, il est brillant. Moi, j'adore. Et je le dis, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit et ça le fera sourire, mais avant que j'arrive ici, on m'avait prédit l'enfer dans notre relation. Je pense qu'il a parlé 2 fois ou 3 fois aux filles depuis 10 ans dans le vestiaire, porte fermée. J'ai trouvé ça 3 fois très justifié, 3 fois dans un ton brillant, génialissime. J'aurais pas fait mieux, personne n'aurait fait mieux à ce moment-là. Donc voilà, je le vois dans sa relation avec sa capitaine, par exemple, être capable d'être dur et de serrer la vis parfois, et puis de laisser du lest à bon escient. Bref, donc voilà, c'est ma ressource humaine dans ce club-là, et je la trouve très, très qualitative. Merci Manu d'avoir été sur ce plateau. On aura encore beaucoup de questions à te poser, mais nous sommes tenus par le temps. Merci messieurs d'avoir été présents également. Un remerciement particulier à notre équipe technique qui chaque semaine œuvre pour que cette émission se déroule dans de bonnes conditions. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour un prochain Dragon Mag. À très bientôt.